Et en fait, est-ce que t'as déjà vécu un bug dans la matrice? Ma mère m'a dit que lorsqu'elle était enceinte de mon frère, elle faisait des cauchemars fous avec une espèce d'homme de l'ombre qui essayait de la prendre pour l'emmener en enfer. Elle n'a jamais compris ce que cela signifiait jusqu'à ce qu'elle donne naissance à mon frère, mais 8 semaines avant terme. Il n'a malheureusement pas survécu, les parents ont dû prendre la décision de le débrancher et de le laisser se reposer paisiblement. 2 jours après toute cette épreuve, elle a fait le même cauchemar, mais à la place, il se moquait d'elle en disant « Nous l'avons eu, il est à nous maintenant », et depuis elle n'a plus jamais eu un seul de ces cauchemars, c'était il y a 20 ans. Mon ami était chez lui après son travail au bar à 2 h du matin lorsqu'il a vu un incendie sur le bord de la route. Il s'est arrêté et a appelé les services d'urgence et a attendu qu'ils arrivent en se tenant près du feu pour se réchauffer les mains. Lorsqu'ils sont arrivés et ont éteint le feu, il s'est avéré qu'il s'agissait du corps d'une femme morte. En 2008, je vivais dans un appartement près de mon université. Mon appartement était un peu en retrait de la route principale et se trouvait dans une zone boisée et vallonnée. Une nuit, je suis sorti courir vers le coucher du soleil. Je suis en bas d'une colline qui se trouve derrière mon appartement et c'était presque la fin de ma course. Je regarde devant moi, en haut de la colline, et je remarque 3 types à vélo, assis là. En tant que jeune femme de 20 ans, mes sens de danger commencent à s'agiter. Je me dis que je me fais des idées et que tout ira bien, alors je continue à courir. Je suis à peu près à mi-chemin de la colline. Les 3 gars sont toujours assis là, face à moi. Je n'ai pas de téléphone ou autre chose et je n'ai nulle part où aller, alors je me dis que je vais courir aussi fort que possible et crier si j'en ai besoin. Soudain, j'entends quelque chose qui arrive à côté de moi. Je regarde à ma droite et je vois un berger allemand. Il court à côté de moi. Je n'ai jamais vu ce chien de ma vie. Je ne peux pas l'expliquer, mais je savais que tout irait bien maintenant. J'ai continué à courir sur la colline avec ce chien à côté de moi. Lorsque nous approchons des gars, ce chien prend un peu d'avance sur moi et court directement devant moi au lieu d'être à ma droite. Il arrive au gars et s'arrête net dans sa course. Je continue à courir et dépasse les gars sans même établir un contact visuel. Une fois que j'ai dépassé les gars, le chien me rattrape et continue de courir à mes côtés. Il reste avec moi jusqu'à ce que je tourne dans le parking, très bien éclairé, de mon appartement. Il disparaît dans les arbres aussi vite qu'il est apparu. J'ai pris cette route à la même heure tous les jours suivants pendant des semaines et j'ai souvent emprunté cette route dans l'espoir de le revoir. Pas de chance. Je ne l'ai jamais revu. Mes amis sont tous convaincus que c'était un ange gardien qui s'assurait que je restais en sécurité. Je ne suis pas vraiment croyante, alors je ne sais pas, mais c'est la chose la plus effrayante, la plus bizarre et la plus impressionnante qui me soit jamais arrivée. Une fois, moi et un ex-petit ami avons passé la nuit dans un hôtel. Notre chambre avait une atmosphère étrange, comme si dès que je suis entré, je lui ai dit que je n'aimais pas cet endroit. Mais bon, c'était bon marché et seulement pour une nuit. Nous dormions donc tous les deux et je faisais cet horrible rêve qui était essentiellement un tas de bons et de mauvais flashbacks de mon passé. Et cela s'est terminé le jour du décès de mon père. La scène s'est figée sur le cadavre de mon père alors qu'il y avait le bruit d'une sonnerie de téléphone. Mon ex et moi nous sommes réveillés paniqués en même temps. Il m'a attrapé le bras et m'a dit « Il demande des nouvelles de ton père ». Puis il a nommé un endroit aléatoire en Russie dont je ne me souviens plus. Au fond, nous rêvions tous les deux d'un téléphone qui sonne. Il a répondu au téléphone, j'ai juste entendu la sonnerie. Je me suis réveillé avec une image de mon père décédé et il était au téléphone dans son rêve et parlait de mon père avec des Russes. Mon ex n'a même jamais rencontré mon père parce que mon père est décédé quelques années avant même notre rencontre. Je n'ai presque même pas parlé de mon père avec lui. Personne ne sait même pourquoi cette ville russe aléatoire était pertinente. Quand j'avais 3 ans, je rendais visite assez fréquemment à mon arrière-grand-mère avec mes parents. Un jour, j'ai demandé à ma mère qui était l'homme qui s'asseyait toujours sur la chaise. Il ne parlait jamais, ne bougeait jamais. Ma mère était confuse, il n'y avait aucun homme sur la chaise. Mon arrière-grand-mère vivait seule.
Je peux encore l'imaginer assis là, l'homme qui n'existait pas ou qui était déjà mort depuis 40 ans. J'avais toujours le même rêve, encore et encore, lorsque j'étais enfant, qui me réveillait et me faisait tellement peur que je tremblais. C'était un homme à l'air horrible qui me regardait alors que mes parents et moi passions dans notre voiture devant un immeuble de bureaux depuis le 2e étage. C'était toujours le même homme et le même bâtiment. J'ai fini par travailler au 2e étage de cet immeuble pendant 41 ans jusqu'à ma retraite et j'aimais regarder les voitures passer dans la rue en bas. L'autre jour, ma copine et moi étions assis dans notre chambre où les rideaux devant la porte coulissante ne descendent pas jusqu'au sol, et dehors, dans l'espace entre les rideaux et le sol, quelque chose de noir avec 4 jambes passe devant la fenêtre. Son chien est à l'intérieur, alors je me demande quel est ce putain d'animal dans le jardin? Alors je vais à la fenêtre, je regarde dehors, et rien. Aucun animal. Le seul endroit où il aurait pu aller est immédiatement à droite de la fenêtre, mais il n'y avait rien là-bas. Nulle part où sauter ou se cacher, aucun chemin alternatif, rien. L'autre, c'est quand je traversais l'épicerie, et que je regardais dans une allée et clairement comme le jour, mon grand-oncle est au bout, me regarde droit dans les yeux et me fait signe. Je marche dans l'allée avant que mon cerveau n'enregistre ce qui vient de se passer. Je fais un pas en arrière et il est parti. Mon grand-oncle est décédé il y a 22 ans. Je sais que c'était lui, il n'y a aucun doute dans mon esprit que c'était lui et pas quelqu'un qui lui ressemblait. Je ne crois pas aux fantômes ou quoi que ce soit, mais quand même, expérience bizarre qui m'a fait remettre en question mon bien-être mental. J'avais probablement 16 ou 17 ans et je venais de rentrer du lycée. Mon frère était dans la cuisine en train de faire du bruit. En passant devant sa chambre, j'ai vu ma mère à l'intérieur, assise sur son lit, lumières éteintes, tournée vers moi et vers le mur. Je me suis arrêté et me suis tenu dans l'embrasure de la porte pour lui demander si elle allait bien et ce qu'elle faisait. Elle a répondu très lentement, « Je suis juste assise. »« Viens ici, j'ai besoin de te parler. » J'ai fait un demi-pas dans la chambre quand j'ai entendu ma mère m'appeler en criant dans la cuisine, puis je l'ai vue mettre la table. J'ai regardé dans la chambre et il n'y avait rien. Je ne pense pas être retourné dans cette chambre tout seul, même 10 ans plus tard. Cela s'est produit il y a plusieurs années maintenant et je devrais d'abord donner des informations générales pour que l'histoire ait un sens. Moi, mon frère et un ami jouions à cache-cache sur la propriété des amis, qui était grande avec ce gigantesque terrain qui faisait probablement quelques centaines de mètres de long avec quelques zones segmentées que l'on ne voit pas du haut de la propriété à cause des arbres et des haies. Il faisait nuit, le chercheur avait une torche et les 2 autres cacheurs pouvaient se cacher dans l'obscurité. Et pour donner aux chercheurs une chance de gagner tous les quelques minutes, les cacheurs devaient crier dans l'obscurité pour donner une indication aux chercheurs sur l'endroit où ils se cachaient puisque la propriété était grande. J'étais le chercheur donc mon frère et mon ami se cachaient ensemble et se déplaçaient dans la propriété pour rester loin de moi et de la lampe de ma torche. À l'époque je les cherchais depuis quelques minutes et j'étais tout en bas de la propriété avec un tas de bûches derrière moi et un cabanon en lisière de forêt devant moi. J'ai entendu un bruit derrière moi et je me suis retourné pour allumer ma torche sur le tas de bois, voyant momentanément ce qui ressemblait à une lueur d'yeux près des bûches. Cela aurait pu être un animal mais ça m'a quand même fait flipper. Puis, après environ 10 secondes, j'ai soudainement entendu un deuxième bruissement rapide derrière le hangar près de la limite des arbres qui était maintenant à environ 10 pieds de moi. J'ai commencé à marcher vers le hangar et j'ai alors entendu quelqu'un murmurer mon nom derrière ce hangar. Cela ressemblait exactement à la voix de mon frère. C'était une copie exacte de sa voix murmurant mon nom. J'ai commencé à marcher vers la limite des arbres d'où il venait, m'attendant à trouver mon frère caché là-bas. Quand soudain j'ai entendu mon frère et mon ami crier à l'autre bout de la propriété, en respectant les règles du jeu. J'ai très vite mis 2 et 2 ensemble et j'ai commencé à courir et à crier dans la direction où je me dirigeais vers leurs faibles cris, essayant de m'éloigner de celui qui avait murmuré mon nom. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à déterminer qui ou quoi essayait apparemment de m'attirer dans la limite des arbres. Surtout le fait que quoi que ce soit, il connaissait mon nom et ressemblait exactement à celui de mon frère. Cela me donne encore des frissons d'y penser, et de ce qui aurait pu arriver si les autres gars ne m'avaient pas fait faire demi-tour et courir dans l'autre sens.
Honnêtement, je ne crois pas aux fantômes, mais il y a une expérience que je n'arrive toujours pas à vraiment intégrer à cette croyance. Je faisais une randonnée avec des amis dans les bois. Nous approchions d'un point de vue surplombant une zone de plaine le long du fleuve Mississippi, qui aurait été le site d'un ancien village indien. Je m'étais un peu dépêché et alors que j'atteignais le belvédère, j'ai baissé les yeux pour voir un gars en bas qui me criait dessus. Je m'efforçais de comprendre ce qu'il disait et il me paraissait anormal. Je me souviens avoir retenu ma respiration et m'être efforcé de mieux l'entendre. Comme je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait, je me suis tourné vers mes amis et j'ai dit quelque chose du genre « Les gars, venez voir ce type. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il me crie. » Quand je me suis retourné, il avait disparu. C'était assez tôt au printemps et il n'aurait pas eu le temps de se mettre à l'abri, même avec un sprint. Je suis resté là à essayer de le repérer pendant plusieurs minutes et j'ai commencé à le décrire à mes amis, pour ensuite réaliser que je décrivais des vêtements traditionnels autochtones, et puis, en le rejouant dans ma tête, j'ai réalisé qu'il ne me criait pas dessus en anglais. Je suis resté là un bon moment à essayer de le voir, mais je ne l'ai jamais revu. Depuis, je suis revenu à cet endroit au moins 100 fois. Une fois, je promenais mon chien autour de l'étang dans la communauté fermée de la copropriété de ma grand-mère. Il était supposé y avoir une tempête cette nuit-là, alors il y a eu du vent toute la journée. Comme des branches d'arbres qui s'agitaient violemment et de petits objets qui étaient emportés par le vent. Je suis arrivé devant l'immeuble de ma grand-mère, il n'y avait pas une âme en vue et soudain c'est devenu vraiment calme. Ce qui était bizarre parce qu'il y avait littéralement du vent toute la journée mais le vent s'est soudainement arrêté. J'ai en quelque sorte regardé autour de moi et j'ai senti que c'était le genre de silence que l'on pouvait entendre. Soudain, une grosse rafale de vent se lève et mon chien commence à paniquer. Je le pousse à venir vers le bâtiment pour que je puisse entrer le code et nous faire entrer quand soudain, j'entends une voix qui dit « Hé » juste derrière moi. J'ai l'impression que c'était juste à côté de mon oreille. Je me retourne et il n'y a personne. Mon chien panique toujours, il tire la laisse dans tous les sens. Alors je le traîne à l'intérieur, je monte les escaliers en courant jusqu'à l'appartement de ma grand-mère et je verrouille la porte. Je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé à ce jour. C'est une expérience que j'ai vécue quand j'avais environ 8 ans et encore aujourd'hui, ça me fait un peu flipper. J'ai actuellement 16 ans. Je me suis réveillé à 6h15, c'était l'heure à laquelle mon corps me disait normalement de me réveiller. Je suis descendu dans le couloir jusqu'au salon et j'ai vu la poupée la moins préférée de ma sœur sur la chaise du salon. J'ai sauté et regardé la poupée pendant 5 bonnes minutes avant que mon père n'entre et je lui ai demandé s'il avait déplacé la poupée. Il a dit non et m'a dit de demander à ma mère et à ma sœur. Les deux ont dit non et à cette époque, ma sœur avait 5 ans et ne voulait jamais jouer avec cette poupée, selon ses mots elle était méchante. Au milieu des années 90, j'étais à Vancouver en tant que touriste et je traversais Gaston. Un jour, je retourne à l'auberge de jeunesse dans une rue principale et il y a un grand type qui arrive dans l'autre sens. Je bouge pour m'écarter de son chemin, il revient sur mon chemin. Cela arrive plusieurs fois avant qu'il ne soit juste devant moi, souriant. J'utilise mes deux mains et je le pousse vers l'arrière, puis je marche autour de lui. Quoi qu'il en soit, il continue mais il regarde en arrière et me fixe. Je marche à reculons pendant un moment en panique, il avait un regard à eux que je n'avais jamais vu auparavant. Comme un prédateur dans la nature. Je commence à courir et il ne semble pas me suivre. Mais le visage de ce type est gravé dans mon cerveau, comme cela arrive quand quelque chose de grave se produit. Quoi qu'il en soit, il ne se passe rien de grave, je recommence à voyager, mais quelques années plus tard, en février 2002, je vois ce type aux informations dans mon pays d'origine. Mon cerveau regarde l'image, c'est Seegar. Robert Picton, tueur en série capturé après le meurtre de plus de 49 femmes. Il y a une dizaine d'années, j'ai conduit de la Californie du Nord à la Californie du Sud au milieu de la nuit. J'étais fatigué, et le paysage le long de l'autoroute à travers la vallée centrale n'est pas très intéressant. Je me souviens être passé devant un vieux silo, avoir regardé l'horloge de ma voiture et il était 3h17 du matin. J'ai continué à rouler, passé une ligne à haute tension et il était 3h45.
J'ai cligné des yeux, je me suis déplacé dans mon siège, je suis passé devant le même vieux silo et il était à nouveau 3h17. J'étais incrédule. J'ai regardé mon horloge pendant quelques instants. J'ai roulé un peu plus, passé la même ligne à haute tension, 3h45. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'ai reculé d'environ 30 minutes. Je n'ai jamais rien vécu de semblable depuis. Une fois, j'avais 5 ou 6 ans, je passais la nuit chez ma grand-mère. Je me suis réveillé dimanche et je m'habillais pour aller à l'église. J'ai regardé la fenêtre, couverte de rideaux, et je me suis dit, je veux un peu de lumière naturelle. Dès que j'ai pensé que les rideaux s'ouvraient sans que je les touche. Je ne sais pas si c'était un rêve ou si c'était Dieu. Je ne peux expliquer cela à personne qui me croit. Quand j'étais jeune, vers l'âge de 6 ans, nous avons quitté la ville pour vivre à la montagne. C'était dans le sud-ouest des États-Unis. J'aidais mon père à nettoyer les grosses mauvaises herbes lorsqu'un jeune garçon en salopette en jean, chemise rouge, casquette de baseball, a marché dans la rue, a marché dans notre allée, et est passé juste devant mon père et moi, en direction d'un grand champ où se trouvait la maison. Il a tourné à droite le long de la limite des arbres et nous l'avons perdu de vue. Mon père a dit, eh bien, la maison est vide depuis des années. Les enfants du coin doivent simplement s'habituer à ne pas traverser notre propriété maintenant. Je n'ai jamais revu l'enfant. Environ 25 ans plus tard, ma mère parlait à un vieux voisin qui avait déménagé hors de la région et elle nous a demandé si nous avions déjà vu le fantôme d'un garçon qui avait été battu à mort par son père. J'ai vu un fantôme sous le soleil de midi dans les montagnes de haute altitude du Nouveau-Mexique et je ne l'ai jamais su. Je n'y avais jamais pensé, mais nous n'avons jamais vu cet enfant aller à l'école. Transport en bus très limité dans les montagnes, je connaissais tous les enfants dans un rayon de 16 km car nous prenions le même bus. Il y a quelques années, un ami et moi avons fait demi-tour sur une route secondaire dans le nord rural du Missouri. Comme je n'avais pas de GPS et qu'il pleuvait à verse, je me suis dirigé vers le sud en espérant trouver une route principale. Nous avons fini par arriver dans la ville de Skidmore. C'est une petite ville au milieu de nulle part, mais il y a quelque chose de sombre dans cet endroit. Dans les années 80, un homme connu comme la brute de la ville a été tué en plein jour au milieu de la ville. Pas une seule personne n'a dit qu'il avait tué et l'affaire n'a jamais été résolue malgré de nombreux témoins. Il y a également eu des disparitions et, il y a quelques années, un crime brutal impliquant un bébé découpé dans l'utérus d'une femme. Gardez à l'esprit que c'est une ville de seulement 270 personnes. En descendant la rue principale, plusieurs personnes nous ont jeté un regard vide mais intimidant, complètement déconcertant. Une fois que nous sommes sortis de la ville, mon ami a mentionné qu'il avait eu un sentiment de malheur ou de danger imminent alors que nous traversions la ville. Bizarrement, j'ai ressenti la même chose. Je n'avais jamais eu un tel sentiment persistant de danger avant. On a décidé de ne plus jamais passer par Skidmore. Il y a quelque chose de sérieusement maléfique dans cette ville, elle ne devrait pas exister. Une fois, j'étais chez ma grand-mère pour la nuit et nous regardions de vieilles photos de ses parents. Je dors dans le salon et je me réveille au milieu de la nuit. Je ne plaisante pas, je lève les yeux, je vois une silhouette vert clair semi-translucide qui ressemblait à la mère de ma grand-mère, et elle m'a fait signe, a souri tristement, et j'ai cligné des yeux et elle était partie. Je n'arrive toujours pas à le comprendre à ce jour. La famille de mon ami avait cette maison au bord du lac à quelques heures de là. La fille, mon ami, conduisait séparément du reste de sa famille parce que ses parents devaient travailler et qu'il la rencontrait à la maison. Mon ami n'allait rester seul à la maison que quelques heures dans l'après-midi et le soir. Quand elle est arrivée, elle était en train de se réinstaller dans la maison du lac et entendait ce tintement venant du sous-sol. Elle pensait que ce n'était rien, mais le bruit était constant et ne s'arrêtait pas. Elle a eu un mauvais pressentiment et a fini par appeler son père à ce sujet et lui a demandé s'il savait s'il y avait quelque chose là-bas qui ferait ce bruit. Il lui a dit que si cela pouvait lui permettre de se sentir mieux, elle devrait appeler la police pour qu'elle vienne vérifier, juste pour se rassurer. Dieu merci, elle a fait ça. Il s'est avéré qu'un type était entré par effraction dans le sous-sol et utilisait le bruit pour l'attirer en bas.
Lorsque la police l'a retrouvé, il avait une table remplie de couteaux au sous-sol. Tellement bizarre. Mes grands-parents avaient une grande ferme quand j'étais petit et tous les petits-enfants aidaient à la travailler pendant l'été quand nous n'étions pas à l'école. Chaque fois que nous voyions un lapin, nous étions censés l'attraper avec la houe ou le fusil de chasse. J'avais environ 12 ans quand j'ai vu un petit lapin dans les haricots et je ne voulais pas que mon grand-père le voie, alors j'ai essayé de le chasser. Je l'ai suivi dans les broussailles sur le terrain et pour une raison quelconque, j'ai continué à le suivre parce que d'habitude je les perdais de vue assez rapidement une fois qu'ils avaient atteint les broussailles. J'ai continué à la suivre jusqu'à ce que je trouve ce qui était clairement une vieille grange en ruine. Il est assez normal d'en trouver là d'où je viens et c'est amusant de regarder à l'intérieur, alors je suis entré. Elle était bizarrement très bien entretenue avec des outils anciens en bon état et du foin frais. J'ai eu peur d'avoir traversé la propriété de nos voisins, alors je suis parti à toute vitesse. J'ai demandé à mon grand-père ce qu'il en était et il m'a dit que notre terre allait bien au-delà de ce que j'avais décrit, et que je n'avais pas pu quitter notre terrain dans le court laps de temps où j'étais parti, alors il m'a suivi là-bas et nous ne l'avons pas trouvé. J'ai vérifié chaque été où j'ai travaillé là-bas et je ne l'ai jamais retrouvé. Ce n'est pas effrayant mais ça m'a toujours rendu fou de savoir où cette stupide grange est allée. J'ai attrapé un étrange virus pendant mes vacances qui m'a fait avoir une forte fièvre et m'a fait perdre la tête. La forte fièvre m'a fait avoir des hallucinations vraiment folles où je voyais des hippopotames voler au-dessus de mon lit, la télé fondre, etc. Mais l'hallucination la plus étrange a eu lieu lorsque j'ai senti mon être conscient quitter mon corps et flotter à travers le mur. Je me suis retrouvé dans quelques chambres d'hôtel avec un couple qui se disputait. Je me souviens de toute la dispute qu'ils avaient eue, il s'agissait de la mère de la femme qui était trop impliquée dans leur relation et du fait que la petite amie était la seule à s'occuper des tâches ménagères. C'était très passif et agressif et je me souviens d'être assis sur le lit et de les écouter se disputer. À la fin du voyage, je me sentais beaucoup mieux, ma fièvre avait complètement disparu, alors ma famille a décidé de m'emmener à la plage. Alors que j'étais assis sur la plage, je regarde vers la droite et je vois exactement le couple que j'avais halluciné en train de se disputer quelques jours auparavant. Et à ma grande surprise, ils avaient fondamentalement exactement la même dispute que je leur avais hallucinée. C'était littéralement une continuation de la dispute que je leur avais hallucinée. Mon père et moi chassions. Et le matin avant, nous sommes montés en reconnaissance. Nous serons près de notre cabane et sur les chevaux. Et nos chevaux ont juste commencé à paniquer. Et nous paniquions en pensant qu'il y avait comme un serpent qui essayait de les mordre, alors nous regardions frénétiquement le sol, mais je suppose que le cheval l'a vu avant nous. Il se calme et nous descendons. Mon père commence à paniquer. Il y avait une créature rouge d'environ 15 mètres qui ressemblait presque à une grenouille dans les montagnes. Je pourrais dire qu'il mesurait environ 15 mètres de haut parce qu'il se tenait à côté d'un arbre et qu'il mesurait environ les 2/3 de sa hauteur. Eh bien, nous, les imbéciles, décidons d'y regarder de plus près. Et ça disparaît. Disons que nous avons emballé quelques armes supplémentaires ce soir-là. Un groupe d'entre nous a campé dans un grand parc naturel avec un tas de chevaux. Il y avait plus de personnes que de chevaux, alors ma meilleure amie et moi sommes allés faire de l'équitation juste toutes les deux, puis nous sommes revenus et avons échangé nos places pour que le plus grand groupe puisse y aller. À l'époque, nous avions une vingtaine d'années, alors que tous les autres participants avaient entre 30 et 40 ans. Quand nous sommes partis, ils ont fait un tas de blagues sur le fait qu'on allait se perdre, parce qu'il faisait vite noir et que nous étions au milieu de nulle part dans les montagnes. Ce qui signifie bien sûr que lorsqu'ils sortent, ils se perdent. Quand nous sommes revenus, nous leur avons laissé les chevaux et ils sont partis à leur tour. Quelques heures plus tard, ils nous appellent en panique car ils ne savaient plus où ils étaient et quelqu'un avait fait un malaise. Il était tard, on était dans l'obscurité, au milieu de nulle part. À l'origine, ils voulaient que nous apportions une remorque pour chevaux, mais aucun de nous n'en avait conduit une auparavant et celle que nous avions était énorme, alors nous avons pris une voiture et sommes partis à leur recherche. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé une route et qu'ils l'avaient épinglée sur Google Maps, alors nous sommes partis. Il fait nuit noire dehors et nous ne pouvons voir que quelques mètres devant nous. La route se transforme immédiatement en gravier, et commence à rétrécir au fur et à mesure que nous la descendons.
Puis elle commence à monter et descendre des collines de plus en plus raides. Pendant tout ce temps, on se stresse à mort jusqu'à ce que nous tombions sur une maison. C'est une de ces maisons de ferme dont on sait qu'elle ne devrait pas être habitée parce qu'on dirait qu'elle est sur le point de s'écrouler. Il y a du fil barbelé et de la merde partout sur la pelouse, et une silhouette sombre qui nous regarde à l'entrée de la porte au fur et à mesure qu'on s'approche. C'était probablement une personne, mais comme je l'ai dit, c'était sombre. Nous avons réussi à trouver les nôtres, à faire demi-tour avec la voiture et à leur montrer le chemin de retour. La voiture avançait lentement parce que la route est raide, les chevaux sont fatigués et se comportent mal, les cavaliers sont tous énervés les uns contre les autres, et nous savons que nous allons devoir faire tout ce défilé des routes dangereuses, dans l'obscurité, parce que c'est le seul moyen de retourner au camp. Je ne l'ai jamais mentionné à personne, mais la maison n'était plus là sur le chemin du retour. Pourtant la silhouette que j'avais vue était toujours là et nous fixait pendant qu'on passait. En tant que jeune aventureux et indépendant, j'ai décidé que je devais faire un week-end pour skier dans les grandes montagnes du Colorado. Jusque-là, je n'avais skié que sur les collines locales qui étaient amusantes, mais loin d'être les meilleures. J'ai parcouru tout le trajet vendredi, 14 h, pour arriver en ville avec suffisamment de temps pour manger quelque chose et me préparer à aller au lit afin de pouvoir skier toute la journée de samedi. Nous avons passé un très bon moment. À tel point que j'ai décidé d'acheter un pass d'une demi-journée pour le dimanche en pensant, pas de problème. Je peux skier une demi-journée et rentrer chez moi en voiture ce soir. J'étais bientôt arrivé lorsque mes paupières ont commencé à devenir lourdes. Mes yeux se sont fermés pendant une fraction de seconde puis c'était comme si quelqu'un me tapait sur l'épaule pour me réveiller. J'ai ouvert les yeux juste assez de temps pour constater que 3 des 4 voies disponibles étaient fermées et j'ai eu à peine le temps de franchir la seule voie ouverte avant de rencontrer une longueur de barrière en béton. Heureusement, il était très tard et il n'y avait aucune autre voiture aux alentours. Cela seul aurait rendu le retour à la maison inoubliable. J'avais l'impression d'avoir été suffisamment réveillé pour pouvoir terminer le trajet, alors j'avançais péniblement dans l'obscurité sur l'autoroute lorsque j'ai ressenti une douleur lancinante inexplicable dans mes côtes et poitrine. Cela ne s'est pas calmé immédiatement et a oscillé avec quelques vagues de douleur aiguë pendant un moment avant de finalement s'atténuer. Quand je suis rentré chez moi, mon répondeur était rempli de messages de ma famille. Mon frère avait eu un accident de voiture grave et ils ont dû lui enfoncer un tube dans la poitrine pour soulager la pression et drainer un hémopneumothorax. Des côtes cassées lui avaient percé le poumon lors d'un accident de voiture. Quand j'étais enfant, je voyais des portails ouverts sur des lieux fictifs avec des personnages fictifs comme Mickey Mouse. Ils me regardaient, souriaient et me faisaient signe de franchir le portail avec eux. Je savais que si j'avais traversé, je ne pourrais pas revenir. Et j'ai essayé, mais je n'ai jamais atteint le portail à temps. Il ne serait ouvert que quelques secondes. À travers le terrain de jeu. Dans le couloir. Trop haut pour que je puisse l'atteindre. De l'autre côté du ruisseau. Parfois, les gens disparaissent sans laisser de traces. Je me demande. Près de ma ville natale, il y avait un sentier de randonnée que les gens empruntaient très rarement. Il longeait l'escarpement du Niagara et comportait donc des falaises à escalader et des grottes très peu profondes sur lesquelles on pouvait ramper. J'y suis allé avec des amis quand j'avais 20 ans, nous rampions et nous avons trouvé une grotte assez profonde. Nous n'y étions jamais allés auparavant, nous ne l'avions jamais vue. Nous sommes donc allés de l'avant et avons décidé d'aller voir, même si nous n'avions pas de lampe de poche et que les téléphones portables n'avaient pas encore de fonction lampe de poche. Nous sommes entrés dans la grotte et il faisait facilement 20 à 30 degrés de moins que dehors. En regardant autour de nous avec la lumière que nous avions, nous avons remarqué que l'intérieur de la grotte était vraiment propre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de canettes de bière partout comme dans toutes les autres petites grottes. Pendant que nous étions là, nous avons eu un sentiment vraiment étrange après y être resté peu de temps, on entendait des choses bizarres et étranges. Nous avions l'impression d'être touchés, piqués et tirés, sans pouvoir savoir qui le faisait parce qu'il faisait trop sombre. Nous utilisions juste des briquets pour voir ce qui nous entourait. Nous étions convaincus que l'un d'entre nous se moquait des autres. Bien que chaque fois que nous allumions un briquet, nous étions tous assez éloignés les uns des autres. Nous avons décidé de sortir de là après quelques minutes seulement, convaincus de revenir avec des lampes de poche. En sortant, nous avons constaté qu'il faisait maintenant nuit noire dehors, alors que nous étions entrés en plein jour.
Nous avions perdu environ 3 heures dans cette grotte. Nous sommes revenus avec des lampes de poche la semaine suivante. Mais nous n'avons jamais été capables de retrouver cette grotte. Mon père est décédé quand j'avais 4 ans. Chaque soir, après que ma mère m'embrassait pour me souhaiter une bonne nuit, il venait dans ma chambre et nous jouions un moment. Le plus souvent, nous jouions dans le couloir, où il me prenait les pieds et me traînait de manière ludique, et nous étions très prudents au bout du couloir qui est à côté de la chambre de ma mère car nous ne voulions pas la déranger. Quand j'ai commencé l'école à l'âge de 7 ans, mon père m'a rendu visite une dernière fois et m'a dit au revoir, je ne peux plus te rendre visite, parce que tu t'en souviendras peut-être maintenant que tu seras plus grand. Je ne l'ai pas revu depuis. J'étais en camping d'une semaine dans le cratère Haleakala sur l'île de Maui avec les scouts quand j'étais plus jeune. Je traversais un champ de lave noircie et je me suis séparé de la troupe. Journée totalement sans nuages. Puis, sorti de nulle part, je me retrouve dans un banc de brouillard. Je ne vois pas le ciel, je ne peux pas voir à 10 mètres devant moi. Alors je continue à suivre la piste. Soudain, j'entends un gazouillis et je m'arrête. Une caille solitaire est sortie du brouillard et s'est arrêtée sur le chemin devant moi. Elle m'a regardé et je n'ai pas osé l'effrayer. Après quelques instants, il gazouilla dans le brouillard. Une bousculade de centaines de petites cailles se déplaçaient comme un troupeau, sortant du brouillard et traversant la route à quelques pas de là où je me trouve. Une fois partie, il ne reste que la première caille. Elle m'a regardé un instant, puis a disparu dans le brouillard. Quelques secondes plus tard, le brouillard disparut comme par magie. J'ai grimpé au sommet d'une formation rocheuse voisine et j'ai scruté l'horizon et aucune caille n'était visible. Il y a 10 ans, mon ami et moi nous ennuyions un soir et nous roulions en voiture. Nous étions sur une autoroute dans le New Jersey, à environ 30 minutes de nos maisons, et à travers les arbres, au milieu de nulle part, nous avons vu cette magnifique allée en ciment fraîchement pavée, avec des lampadaires tous les 30 mètres, qui éclairaient cette allée. Nous décidons d'aller voir de plus près et nous avons donc trouvé la sortie la plus proche. Nous avons roulé pendant un certain temps dans l'obscurité jusqu'à ce que la route arrive à une impasse et que le chemin commence. Nous sommes sortis et avons commencé à marcher sur ce chemin à travers les arbres et ces magnifiques champs ouverts jusqu'à ce qu'il se termine dans une petite ville après quelques kilomètres. À ce stade, il est 2 heures du matin et dans une petite ville comme celle-ci, rien ne devrait être ouvert, à l'exception de cette pizzeria. C'était étrange mais on avait fait alors nous y entrons. C'est vide, sauf pour le vieux monsieur derrière le comptoir. Nous commandons et commençons à manger, puis un autre client âgé entre. Le monsieur derrière le comptoir et ce client se regardent, puis sourient. Ils courent autour du comptoir et s'embrassent. Ça fait quoi 40 ans? Ils parlent de leur enfance et de leur vie. On se dit qu'il y a peu de chances qu'on soit ici, à ce précis, voir des amis réunis après 40 ans, c'est tout simplement bizarre. Mon ami et moi, nous terminons, nous redescendons le long du chemin éclairé, retournons à la voiture et rentrons chez nous. Depuis cette nuit-là, mon ami et moi avons essayé de retrouver ce chemin lumineux, mais en vain, nous ne l'avons plus vu depuis l'autoroute ou en conduisant sur cette route. Dans la petite ville, la pizzeria est là, mais elle ferme à 22 h, donc aucune explication sur la raison pour laquelle elle serait ouverte à 2 h du matin. Tout simplement étrange et quelque chose que nous n'avons jamais pu expliquer. C'était vraiment improbable de voir cette scène à 2 h du mat dans une pizzeria qui ferme à 22 h sur une route qu'on n'a jamais retrouvée. Ma sœur et moi avons fait un petit road trip dans une petite communauté à quelques heures de là pour visiter la tombe de notre arrière-grand-père. Pendant tout notre séjour là-bas, je n'ai vu personne d'en haut autour de la ville. Même le stand de glace visible depuis le cimetière avait un vélo sur le côté, mais pas d'enfant. Personne ne tient le stand. Quand j'en ai parlé à ma sœur plus tard, elle m'a demandé de quoi je parlais, il y avait du monde partout. J'y suis allé encore 5 fois avant de voir une autre personne vivante dans cette ville. Je conduisais dans une zone industrielle avec ma femme par une chaude après-midi. Il y avait les raffineries de pétrole de chaque côté de nous, ce n'est pas un lieu commun où voir des gens à pied. Voir une personne marcher le long de la route.
La femme dit, oh cette pauvre vieille dame, qui marche ici par une journée si chaude. Je dis, vieille dame? C'était un adolescent, non? Elle pense que je suis fou, alors je fais demi-tour avec effronterie et je reviens pour lui montrer, seulement je vois, en effet, elle avait raison. Il s'agissait clairement d'une vieille dame battue par les intempéries. Alors que je m'apprête à dire cela, ma femme dit, oh, tu as raison. Ce n'est qu'un adolescent. Nous ne savons toujours pas qui était ce métamorphe. Il y a environ 6 ans, ma mère, mon frère et moi avons fait un voyage en voiture jusqu'à Seattle. Nous nous sommes arrêtés à quelques endroits sur le chemin pour que le voyage soit plus long. Au retour, nous traversions l'Oregon et il s'est mis à neiger. Il est environ minuit et nous décidons de prendre une chambre pour y passer la nuit et de repartir le lendemain matin. Nous voyons ce panneau vraiment moche sur l'autoroute disant hôtel à la prochaine sortie, alors je prends la sortie et je monte. Ça monte une colline et ça redescend, c'est juste une énorme clairière. Un petit motel, il y a des voitures qui semblent pleines. C'est comme un groupe de bungalows fermés et divisés en chambres. Les voitures sont toutes garées devant les chambres sauf une. Je vais jusqu'à la porte du bungalow du milieu où il y a écrit « Bureau ». J'entre, un type sort par l'arrière et il était visiblement en train de dormir et je l'ai réveillé. J'ai demandé une chambre et il m'a dit « Attends mec, je vais m'occuper de quelque chose à l'arrière, vite fait ». Il m'a donné la clé et ma mère et mon frère sont allés dans la chambre pour la nuit. Le lendemain matin, il est environ 7 heures et nous entendons des gens à l'extérieur de la chambre. C'est bruyant comme s'il y a beaucoup de monde mais quand je regarde par la fenêtre il n'y a personne dehors. Pas une seule personne mais on les entend toujours. Nous nous sommes préparés et sommes partis vers 7h30 du matin. On entend toujours les gens mais on ne voit toujours personne. Nous sortons et il n'y a que des vieilles voitures garées là. Rouillées, certaines complètement écrasées, d'autres sans fenêtre. Je vais au bureau et ce n'est pas du tout le même décor ni la même personne qui m'avait parlé la nuit précédente. Il n'arrête pas de demander si nous sommes sûrs de ne pas vouloir rester une nuit de plus. Il insiste sur le fait que nous n'allons pas regretter de passer une nuit de plus. C'était vraiment malaisant. Je dis non et nous montons dans la voiture et je me souviens que nous avons vu un MC-Do à une ou deux sorties en arrière. On fait donc demi-tour, on prend un petit déjeuner et on rentre à la maison. Sur le chemin du retour, nous passons devant un panneau qui dit qu'il n'y a pas d'installation dans les 20 prochains mètres ou quelque chose comme ça. Nous ne voyons pas le panneau hôtel que nous avions vu la nuit précédente. Après ça, on s'est assuré de ne rester que dans des grands motels près de l'autoroute. J'étais un enfant, probablement entre 8 et 10 ans, et je faisais de la luge avec mon père la nuit dans le jardin de notre voisin. Cela peut paraître bizarre, mais si vous vivez dans un endroit où il neige, vous savez que la neige rend très facile à voir la nuit. La cour était escarpée, donc après une de mes courses et mes remontées ultérieures, j'étais fatigué et je me suis allongé sur le dos pendant 1 minute. C'était une nuit claire et après un moment, j'ai remarqué 3 points rouges vifs dans le ciel, qui pullulaient les uns autour des autres, presque comme des électrons dans un atome. Au moment où j'ai attiré l'attention de mon père sur ce que je voyais, les 3 points ont décollé dans 3 directions différentes. Aujourd'hui encore, mon père est sûr que je lui raconte des conneries, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas grandi en croyant aux extraterrestres, mais après cette expérience, je suis certain que nous ne sommes pas seuls. En 1997, j'étais en maternelle. Ma maison est très proche du jardin d'enfants, à seulement 3 minutes à pied maintenant que je suis adulte, peut-être 10 minutes quand j'étais enfant, donc nous y restons généralement un moment pour jouer. Mes parents ne viennent plus me chercher à la maternelle car j'étais assez indépendante. Le jardin d'enfants se trouve dans un complexe avec la clinique municipale. Ce complexe avait une porte grillagée en métal et une clôture. Le sol du complexe n'est pas cimenté et les hautes herbes sauvages poussent comme des folles dans les coins. La clinique est principalement destinée à administrer des vaccins aux enfants et est ouverte uniquement de 8h à 10h, personne n'y reste après 10h et la clinique est toujours fermée à clé de 10h jusqu'au lendemain. Un jour, après notre cours, 10h du matin, quelques camarades de classe et moi avons décidé de rester là pour jouer. Après 10 minutes de jeu, tous les autres enfants sont déjà sortis, le professeur nous a dit au revoir et nous,
3 enfants, étions les seuls à rester dans le complexe. Nous avons décidé de jouer à cache-cache. C'était à mon tour de me cacher et j'ai décidé de me cacher au fond de la clinique, face à la clôture métallique. L'arrière de la clinique et la clôture forment une allée très étroite pleine de hautes herbes sauvages. Je m'enfonçais plus profondément dans l'herbe pour atteindre l'impasse. En marchant, j'ai marché sur un sac de maternelle posé sur le sol, toujours avec des cahiers et des affaires scolaires à l'intérieur. Puis j'ai vu l'uniforme d'une fille de maternelle. C'est alors que j'ai couru hors de l'herbe vers mes camarades de classe. J'ai raconté ce qui s'était passé et je les convainquais de le vérifier aussi, mais ils ne le feront pas parce qu'ils ont enseigné que de mauvais esprits vivaient là-bas. Nous avons raconté à un adulte à l'extérieur ce que nous avions vu. Il a vérifié puis a appelé la police. La police est venue, m'a demandé quelque chose puis nous a dit de rentrer rapidement chez nous. Je suis resté. J'ai observé la police. Ils ont trouvé quelques objets supplémentaires, une jupe, uniforme scolaire, des chaussettes et des chaussures pour filles. Il y avait de gros trous au coin de la clôture qui ressemblent à une entrée forcée à proximité des objets trouvés. Je ne peux pas croire que quelqu'un puisse franchir cette clôture de force, car la porte du complexe n'était jamais verrouillée, même la nuit. Je suis ensuite rentré chez moi parce que les policiers étaient accroupis dans l'herbe, cherchant d'autres choses et je ne vois rien. J'ai tout raconté à ma mère. Les 4 jours suivants, il n'y avait pas de cours dans notre école maternelle. Cette fille avait disparu depuis des mois et je venais de retrouver ses affaires, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. J'étais dans la voiture avec ma mère et mon père, nous roulions sur cette route que nous n'avions jamais empruntée auparavant. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ce petit enfant, il ne devait pas avoir plus de 4 ans, il jouait dans cette petite pelouse au bord de la route, il n'y avait pas d'adulte autour de lui et pendant que nous passions lui, il a disparu. C'est pas comme s'il était juste passé derrière quelque chose ou qu'il était allé quelque part où je ne pouvais pas le voir, non, c'était comme s'il avait simplement disparu. J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu où était allé le petit garçon et ils m'ont juste regardé et m'ont demandé de quel garçon je parlais, je leur ai expliqué à quoi ressemblait le garçon et où il était et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de petit garçon là-bas et ils pensaient que j'inventais pour essayer de leur faire peur. Cela s'est produit il y a quelques mois et je n'ai toujours aucune idée de ce qui est arrivé au petit garçon ni de l'endroit où il est allé, mais cela m'a quand même fait flipper. Il y a quelques années, j'ai emmené le chien de mes parents, Simba, se promener dans une zone boisée où je n'étais jamais allé auparavant. C'était un peu en voiture de la petite ville rurale dans laquelle vivaient mes parents, sur une route non goudronnée. Simba était comme à son habitude, bruyant, toujours ravi d'aller se promener. La première moitié de la promenade s'est parfaitement bien déroulée. J'ai suivi un ruisseau pendant un moment. Nous sommes arrivés à la lisière de la forêt et nous nous sommes retrouvés dans un champ ouvert, entièrement constitué de terres agricoles. Nous avons donc fait demi-tour et avons commencé à retourner à la voiture. À peu près à mi-chemin, j'ai vu une autre piste que je pouvais voir à travers les arbres et qui menait à une très belle clairière pittoresque dans la forêt à côté d'un point d'eau. J'ai décidé d'aller voir. Juste au moment où j'arrivais à la clairière, j'ai ressenti la pire et la plus effrayante sensation qui m'a envahi. Des vibrations vraiment très effrayantes. Il n'y avait personne mais c'était comme si quelque chose nous surveillait. Quoi que je ressente, Simba le ressentait 10 fois pire. Il a commencé à pleurnicher et à regarder autour de lui, tirant sur la laisse pour m'éloigner de la clairière. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il était terrifié. C'était un gros chien, un croisement Ridgeback et Mastiff, pesant près de 60 kg. Très intimidant. Ce qui se trouvait dans cette clairière était capable d'effrayer un chien de cette taille. J'ai lâché la laisse et Simba s'est enfui, puis est revenu pour voir si j'arrivais. Je l'ai rapidement suivi. Il a couru tout le chemin jusqu'à la voiture, s'arrêtant toutes les quelques secondes et se retournant pour s'assurer que je le suivais toujours. Il n'a pas lâché jusqu'à ce que nous arrivions à la voiture. Dès que j'ai ouvert la porte conducteur, il a sauté et est monté à l'arrière, l'air toujours très tendu. Alors que je m'éloignais, je pouvais voir dans la vision arrière que Simba avait la tête tournée et regardait par la lunette arrière comme s'il s'attendait à ce que quelque chose sorte de la forêt. Ce n'est que lorsque nous sommes revenus sur la route principale qu'il s'est détendu. Extrêmement dérangeant. Le simple fait d'écrire et de me souvenir de cette promenade m'a donné des frissons dans le dos.
Après mes expériences, j'en suis venu à avoir une théorie sur le paranormal. Je crois que nous sommes tous attachés à l'univers, faute d'un meilleur mot, à la naissance. Je pense simplement qu'après la petite enfance, certains d'entre nous restent attachés ou ont une capacité un peu plus latente à s'y connecter. Mon petit cadeau, si vous voulez, est la capacité de ressentir l'existence de l'âme lors des funérailles. Je n'ai pas ressenti mes frères, ni ma mère, ni mon père, mais mon cousin et mon grand-père, oui. Je ne leur parle pas, ils ne me parlent pas, mais je vois juste ce qu'ils me montrent. Cela me fait toujours peur et j'ai besoin d'un verre fort si je dois y assister. Le dernier était mon cousin. Il était si chaleureux et aimant, il me faisait toujours peur, mais il était l'un des meilleurs hommes que je connaisse. Il a quitté une ex et une petite amie qu'il avait eue après le divorce. Elle semblait un peu étrange, mais il écoutait ce qu'elle marmonnait sans un mot et essayait de la réconforter. Je crois que c'est une capacité que certaines personnes développent et que d'autres choisissent de laisser tomber. J'ai fait des recherches une fois et il semble y avoir une croyance universelle selon laquelle l'âme reste sur Terre pendant 1 à 3 jours. Heureusement, la plupart des âmes quittent la Terre lorsque leur corps meurt. Je venais d'un milieu chrétien étrange et j'ai été puni la première fois que j'ai essayé d'en parler à quelqu'un quand j'étais jeune enfant et si je n'avais pas compris ce qui se passait et que je me taisais, j'aurais peut-être joué dans mon propre exorcisme. Mon père est décédé il y a plus de 20 ans après de nombreuses années de maladie. C'était un père extraordinaire et un mari dévoué et fidèle à ma mère. Il est mort dans ses bras un matin d'été. Avant son décès, je vivais dans une ville différente de celle de lui et de ma mère, essayant de devenir un véritable musicien de formation et quand je rentrais à la maison pour lui rendre visite et le voir, je disais parfois la même phrase que je lui avais dite en tant que musicien. Salutations pendant des années et des années avant cela, lorsque je lui rendais visite à son travail ou dans des situations où nous nous rencontrions sans qu'il s'y attende. C'était une phrase qui est devenue quelque chose de spécial entre mon père et moi, juste quelque chose que lui et moi avons partagé, un petit délire entre nous. Je disais « Eh, je ne te connais pas de quelque part ?» Puis on rigolait ensemble. C'était formidable de le voir sourire, il a eu une vie très difficile et a travaillé jusqu'à la mort pour subvenir à mes besoins, à ceux de mes sœurs et de ma mère. Après ses funérailles, mes amis du lycée qui assistaient au service m'ont invité chez eux pour boire des bières et me réconforter. Plus tard dans l'après-midi, un ami m'a proposé de me conduire en ville pour jouer au billard afin de me changer les idées, alors j'y suis allé. Nous avons quitté l'autoroute par une route de desserte. Il devait être environ 4 ou 5 heures de l'après-midi par une belle journée d'été. Nous sommes arrivés à une intersection et un homme se tenait dans le coin, faisant signe à tout le monde avec cet énorme sourire sur son visage. C'était bizarre parce que normalement les sans-abri se démarquaient avec des panneaux en carton comme celui-là, mais cet homme saluait et souriait à tout le monde. Conduire sans essayer d'obtenir de l'argent et il était juste super heureux et c'était tellement étrange, il avait certainement l'air familier, cet homme ressemblait beaucoup à mon père de loin alors que nous sommes arrivés à l'intersection et que le feu est devenu rouge. Cet homme était vêtu de vêtements parfaitement propres qui avaient l'air neufs et me regardait et souriait de loin alors qu'il se précipitait vers la fenêtre de la voiture. Il est arrivé à la fenêtre, et c'était mon père. Il a dit « Eh, je ne te connais pas de quelque part toi » et a souri avec cet énorme sourire. J'ai été choqué, pas de mots et je me suis tourné vers mon copain de lycée et son visage était d'un blanc froid parce qu'il a parfaitement vu que c'était mon père. Nous avons parlé pendant un moment mais le feu est passé au vert et à cause de la façon dont nous étions situés, nous ne pouvions pas nous arrêter là. Il s'est éloigné de la voiture en souriant et nous a dit au revoir. J'ai regardé en arrière et l'homme a repris son joyeux signe de la main et son sourire à tous ceux qui passaient en voiture, alors nous avons fait demi-tour et il était parti. Je me fiche de ce que l'on dit, je sais qu'il y a une vie après la mort. On devrait aller se coucher. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu pour d'autres histoires.